Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Je vous propose tous les lundis une conversation authentique avec des entrepreneurs et des figures hyper inspirantes pour, je l'espère, vous permettre à votre tour de réaliser tous vos projets et impacter notre société positivement. N'hésitez pas à vous abonner au podcast et nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Sans plus attendre, je vous souhaite un excellent épisode. Et je te laisserai terminer là-dessus, mais enfin, sur cette partie, comment l'AI, je vais y arriver, t'aide, l'AI générative, dans ton quotidien de CEO. Alors, mais déjà, c'est quoi ton quotidien de CEO? je dirais que non, mais qu'est-ce que tu fais de tes journées? Non, j'essaie de te trouver pour répondre à la question entre 2007 et aujourd'hui, parce qu'effectivement, ça a beaucoup changé. Et en fait, à chaque étape de scaling de l'entreprise, et on les a modélisés, à chaque étape de scaling, le job change. Alors, des fois, tu t'en rends compte et tu arrives à le changer toi-même. Des fois, c'est tes équipes qui te disent là, faut arrêter, il faut que tu changes là. Mais le job change. Je dirais que si j'ai trouvé, c'est en gros faire. Ah, j'allais dire l'art de défaire, refaire. Ok. Et après, former ceux qui le font beaucoup mieux que toi. Et après, derrière, quelque part, c'est à un moment ou à un autre, c'est d'être le détecteur. C'est d'avoir le recul avec des et détecter les... Voilà. Maintenant, la moitié de ma journée, pour être clair, la moitié de ma journée, ça reste people management. Mais j'allais te demander. Okay. Et l'autre moitié, bien sûr, c'est plus focus time, t'es dans ta bulle d'analyse. Le reste, t'as une partie, on est ensemble ici pour ça, t'as une partie de représentation externe de l'entreprise, c'est la faire connaître et faire connaître qui on est auprès du monde extérieur, que ce soit les candidats que l'on recrute. Parce qu'on recrute, cette année, on va recruter probablement pas loin de 4000 personnes. Donc les candidats qu'on recrute dans le monde, avec une notoriété qui est évidemment plus faible que d'autres, puisqu'on n'existe que depuis 15 ans, enfin 16 ans ou 17 ans maintenant, bientôt. 4000 CDI ou d'autres formats? Je suis incapable de te répondre, mais c'est 4000 talents qui vont rejoindre l'entreprise de façon large, quoi. Ok. Regardez sur le site. Exactement. Et dans le monde entier. Même si là le podcast étant en français, ça limite quand même à des... Non, mais on mettra... la Belgique, la Suisse, la France, le Canada et l'Afrique où on est aussi. Et on a des Marocains dédicaces à eux qui nous écoutent. Oui, on a 200 personnes en Tunisie, on est à l'île Maurice, on a 200 personnes je crois aussi, à peu près, enfin voilà, et au Maroc. Cool. Donc si tu veux, il y a une partie qui est la représentation externe, et puis une partie avec nos clients ou les dirigeants, ici, pour aller comprendre encore une fois de quoi ont besoin nos clients, quelles sont leurs problématiques. Tu vois, quand je discute avec la CEO de cette entreprise et que je me rends compte, en fait, il y a quelque chose qu'on n'adresse pas, qui est très simple, mais qui marche et qui correspond aux besoins et pour lesquels aujourd'hui les clients nous le demandent en disant oui, effectivement, j'ai vu ce que sera le monde dans 30 ans, mais moi j'aimerais bien savoir ce que je fais demain matin pour gagner du temps. Tu parles de cette entreprise qui est allée aux exactement, voilà. Et qui a vu des trucs absolument incroyables dans des labs de R&D, enfin futuristes, tout ce que tu veux, c'est génial. Mais enfin bon, concrètement, je voudrais juste savoir ce que je fais demain, quoi. Donc très people, très... je vais presque aller plus loin au quotidien. Ton quotidien, c'est d'échanger avec des gens. Même si tu analyses, même si tu prends du recul, même si tu challenges, c'est très humain quand même. Oui, bien sûr. Il y a un travail de curiosité. Alors moi, je suis très curieux, donc j'aime bien comprendre tout. Tu m'as pas posé de questions encore. Hein. Ah, tout à l'heure, je t'en ai posé... je rigole. C'est toi la star. Tout à l'heure, je t'en ai posé quelques-unes. Oui, je rigole. Mais j'aime bien comprendre. J'aime bien, je suis curieux de tout. Et donc, ça fait partie du job parce que c'est comme ça que tu vas avoir ou voir des choses qui vont te permettre de dire tiens, cette entreprise a fait un truc qui est vraiment malin, on est stupide. Je te prends un exemple. J'ai vu une entreprise il y a pas très longtemps dont le patron fait un truc assez génial, c'est qu'il fait confiance à des stagiaires à des responsabilités élevées et il demande à chaque stagiaire, dans sa mission, c'est de se remplacer par un stagiaire après. C'est d'une évidence absolue. C'est clair. Ça fait 15 ans qu'on fait pas ça. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est malin et stupide. Et tu repars à zéro à chaque fois. Et à chaque fois, tu repars. Alors qu'en fait, donne la responsabilité à celui que tu as en stage de trouver, de former son remplaçant. C'est génial. Oui, je sais. C'est Alan qui fait ça. Non, pas du tout. Moi, parce qu'on en a parlé avant. Tu sais, quand je t'ai dit que j'ai passé 1 an à Shanghai, c'était à moi de me démerder pour trouver mon remplaçant dans ma coloc pour récupérer ma caution. Ben voilà. Bon, je trouve ça scandaleux. C'est scandaleux. Mais c'est parce que le tenant, enfin le landlord, il bouge pas le petit doigt. Il vient juste récupérer l'argent et il vient redonner à moi, en fait.
où j'étais avant-hier avec le dirigeant d'une très 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 belle boîte qui fait une dizaine de milliards de volume d'affaires par an, et qui me parlait d'une mécanique de post-mortem et pré-mortem. Et à chaque deal, quand il y a un deal en concurrence, c'est que le deal est potentiellement perdu. Suivant le niveau du deal, ça remonte directement dans l'organisation et jusqu'à lui, potentiellement suivant la taille, qui appelle le client en disant « Ok, qu'est-ce que je peux faire pour essayer de récupérer le coup ?» Donc, t'anticipes. Et c'est malin, c'est vachement bien. Parce qu'on fait souvent du post-mortem, Bien sûr. et là, on est pré-mortem, en fait. T'arrives juste avant l'échéance. Ouais. Et qui récupère 40% comme ça des deals. Ah, c'est ouf, ça. C'est comme quand on te dit que aller signer un nouveau client prend beaucoup plus de temps et de ressources que d'upsell un client. Donc voilà, donc tu vois, toutes ces choses-là, je considère que ça fait partie de mon travail, mais ça fait partie en fait du travail aussi de toutes les équipes dirigeantes que l'on a, d'aller voir ce qui se fait à l'extérieur, parce que ça fait partie du travail du dirigeant. Mais t'as un petit hack, je sais pas, c'est de la prise de notes, de la gestion de tes mails, des choses comme ça, avec l'AI, avec ChatGPT. Un petit truc comme ça qui, même moi, pourrait me faciliter mon quotidien. Mais en fait, moi, je me sers plus de Google déjà quasiment. Je me sers de Bard et de ChatGPT. Ok. Donc tu fais même fait tes recherches sur Google. Non, c'est Bard et ChatGPT en fait. Bard, je connais pas du tout. C'est quoi? C'est l'OpenAI. Enfin, c'est une AI générative de qui? Google. De Google. D'accord, ok. J'ai une énorme bêtise, mais ouais. Okay. Après, t'as Claude, mais qui n'est pas autorisé en Europe. Ok. Voilà. Non, je suis pas du tout un spécialiste dans ça. Voilà, donc même si maintenant ChatGPT est connecté au web, donc voilà. Mais parce que ChatGPT était bloqué à 2021. Ouais, c'est ça. En termes de data que tu pouvais collecter. Ce n'est plus le cas. Donc voilà, donc Bard et ChatGPT pour différents sujets, mais à peu près tout et n'importe quoi. Chaque fois qu'on réfléchit, ça peut être sur des problématiques, mais qui peuvent être vraiment complexes, quoi. J'ai vu un prompt. Dis-moi ce que t'en penses. Et je pense à moi, mais je pense à toutes les personnes qui veulent monter des boîtes. Un prompt tout simple où il parle. En gros, tu définis un persona type. C'est toi qui vas aller. Tu lui demandes les plus gros problèmes. Tu demandes un problème pour lequel ils sont prêts à payer. Et tu développes. Et en gros, tu es en train de me dire qu'en 5 messages d'échange avec ChatGPT, tu as potentiellement une idée de startup. Si tu fais ton travail correctement, tu l'as même déjà paramétré dans tes custom instructions. Ok. Instructions personnalisées en français, je crois, un truc comme ça. Et donc, tu as déjà paramétré pour ne pas avoir à le refaire à chaque fois. Et donc, je te prends un exemple. Vas-y. Si tu es, par exemple, intolérant au gluten, tu vas le paramétrer de façon générique. Et à chaque fois, tu vas dire, tiens, prépare-moi avec ces ingrédients une recette de cuisine. C'est pris pour ça sera bon. Ok. Donc voilà. Mais encore une fois, shit in, shit out. Ça, c'est un truc d'informaticien. C'est le pas besoin de le traduire. Non, mais je pense pas besoin de le traduire. Shit in, shit out. C'est pareil pour l'IA générative. C'est ce que tu mets toi dedans qui fait que ça ressort quelque chose d'intelligent aussi, ou d'utile en tout cas. Donc voilà, donc au quotidien, voilà. Mais ça peut être par exemple, tu es en train de discuter avec des équipes sur le déménagement d'un bureau dans un pays. Eh bien, d'aller récupérer le prix moyen de tous les bureaux qui sont telle taille sur les 4 dernières années et de me faire un tableau Excel de régression linéaire pour déterminer le prix, etc. Ouais, c'est vraiment de la collecte de data et d'analyse. Et qui te donne un insight. Alors, c'est pas forcément. Il faut développer l'esprit critique. Oui, bien sûr. Mais ça te donne un insight parce que tu peux avoir un truc qui raconte n'importe quoi. N'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Donc ça, c'est un autre des enjeux en tant que dirigeant, c'est d'aller... Il ne faut pas qu'il te remplace dans ta réflexion, il faut juste qu'il te mâche du travail sur des choses chronophages, par exemple. Dans un premier temps, je dis bien pour gagner du temps. Et... En fait, ce qu'il faut, en même temps que l'on pousse les AI, c'est comment tu travailles le sens critique. Voilà. C'est un combat en ce moment pour nous, parce que avec l'arrivée de l'AI générative, ça devient encore plus important qu'avant. T'as peur qu'on devienne plus sur le sens critique, plus assisté? Ouais. En fait... Oui, j'ai peur si on n'arrive pas en tant qu'organisation, je parle de Mantou, si on n'arrive pas à développer ça. Je vais te prendre des exemples, mais c'est des mécaniques et des logiques. Il y a quelques années, on m'avait dit le gérant en Espagne d'une entreprise est le seul à pouvoir et à devoir aller au tribunal, quel que soit le sujet, y compris sur un cas de prud'homme potentiel. Ok. Et donc là, tu dis, mais c'est pas possible. Si, c'est la loi, c'est obligatoire. Et en fait, le sens critique, quand tu l'as, tu vas dire à quelqu'un en disant, d'accord, donc on est d'accord que Telefonica, El Corte Inglés, Zara, donc le gérant, le patron de cette boîte-là, Amancio Ortega, exactement. On est d'accord que comme il y a 200 000 salariés, il y a 200 000 salariés, ça veut dire qu'il y a potentiellement 20 prud'hommes en permanence. Donc on est d'accord que son job, dans toute sa journée, c'est d'avoir un bureau posé au tribunal, et il fait que ça. On est d'accord. Il a des représentants. Donc on est d'accord que c'est pas possible. Donc tu dois pouvoir déléguer tes pouvoirs.
Et là, du coup, avec le sens critique, j'en dis, oui, c'est vrai que vu comme ça, voilà. Et évidemment, il revient en disant, t'avais raison. Voilà. Attends, Et ça, c'est un truc qu'il faut déployer partout. je suis désolé à mes amis outre-Atlantique, mais c'est pas un truc. Enfin, moi, c'est un truc que j'ai vu en grosse différence entre. Bon, moi, j'ai vécu au Canada, tu vois, mais ce truc de le bonhomme, il est rouge, tu traverses pas. Et il y a ce sens critique qui est il y a personne à droite, il y a personne à gauche. Je vais pas perdre même 30 secondes de ma vie à rester faire du surplace. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est interpréter des Alors lois. là, t'es plus sur la transgression. Ah, bon, on aime bien contourner les lois en France. C'est ce qui fait que... Non, mais il y a les... En gros, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une théorie et je trouve qu'on a aussi une interprétation, qu'on est amené à interpréter. Et je trouve qu'il y a des pays, il y a des endroits où, notamment avec les lois, alors, on là pour être respecté. Après, je sais pas comment c'est ensuite. le sujet, c'est pas tant les lois, parce que les lois, tu les respectes dans tous les pays dans lesquels tu es. Le sujet, c'est plus... en fait, quand souvent, tu as le truc en disant, quelqu'un te dit non, mais il y a quelque chose qui dit ça. D'accord, mais c'est qui? Qui le dit? D'où ça vient? Et quel est le texte? Ouais. Pourquoi? C'est quoi la logique? Parce qu'en fait, quel message, ouais. Exactement, et 9 fois sur 10, c'est du téléphone arabe de quelque chose qui ne veut rien dire, mais on m'a dit que. Et dans l'organisation, tu te trouves avec... et moi, ça m'est déjà arrivé. Je me souviens en déplacement à l'île Maurice dans les équipes, et je demande à avoir un stylo avec le logo. À l'époque, c'était Amaris Consulting. Et on me dit, bah non, il n'y en a pas. Je dis, comme ça, il n'y a pas de stylo avec le logo Amaris, là, parce que j'ai un stylo sans le logo, c'est moche. Et on dit, non, parce qu'en fait, c'est toi qui veux pas. Je dis, pardon? Il dit, bah oui, c'est le board qui l'interdit. Je dis, quoi? Donc tu penses déjà qu'en board du groupe, à l'époque, je sais pas, on va faire 3000 personnes, tu penses vraiment qu'on s'amuse à savoir les stylos floqués à Maurice, si j'en prends ou prends pas. Donc non, ça c'est le premier point. Deuxième point, en fait, la réalité, c'est que quelqu'un dans l'organisation n'a pas eu le courage de dire à son équipe, je prends pas de stylo, parce qu'en fait, à l'île Maurice, si on les importe, machin, le stylo va nous coûter 200 €, c'est débile. Bah, bien sûr. Donc on les prend pas. Et au lieu de dire ça, il a préféré dire, c'est le board qui veut pas. Ouais, ok. Et donc en fait, tu te retrouves avec comme ça, et donc c'est pour ça que j'essaie de pousser dans l'organisation en disant, quand quelqu'un, ça vient d'où? Pourquoi? C'est quoi la logique? C'est la plus grosse crainte en tant que dirigeant et du coup le plus gros risque dans une boîte, c'est la communication. C'est un des risques principaux auxquels tu dois faire face. C'est oui, et c'est d'être le gardien d'être le gardien du temple des valeurs. J'ai un autre exemple sur l'indépendance. Bah, parle-moi des valeurs. L'indépendance, c'est une valeur socle chez nous. Ok. On a 5 valeurs, dont l'indépendance qui est la valeur socle, parce qu'on considère que être indépendant, c'est ce qui nous permet d'être maître de notre futur. De s'émanciper. Et voilà. Et ça, c'est devenu tellement évident pour nous qu'on a arrêté d'en parler parce que c'est devenu un ADN naturel. Jusqu'au jour où on s'est rendu compte, il y a quelques temps, que pour une partie de nos gens, de nos équipes, l'indépendance, ça voulait dire je dois travailler de façon seule, autonome, sans personne. Donc c'est solitaire. Et tu me dis, mais c'est pas du tout ce qu'on avait mis. Ouais, mais celui qui dit je suis indépendant parce que je peux faire ce que je veux, je bosse seul de chez moi, ça n'a rien à voir à la valeur. Et en fait, parce qu'on a arrêté de le dire, parce que ça devenait pour nous naturel, que les gens l'ont interprété à leur exactement. Et donc en fait, c'est voilà. Donc si je te prends une image, finalement, je crois que l'image de ma vie, c'est celle-là, en tant que dirigeant, c'est les assiettes chinoises, tu sais, au cirque. Voilà. Avec le petit bâton là. En fait, t'as un truc, bon, ça c'est bon, c'est réglé, tu passes à la suite. Ah, il faut revenir. Et il arrête de te. Ouais, ok, je vois. Et au passage, parce que tu me posais tout à l'heure la question sur le coaching, le management. Ouais, bah ouais. La question, c'était justement, est-ce qu'aujourd'hui, en plus, on en a parlé un peu, capitaine versus entraîneur, mais est-ce que justement, en tant que dirigeant, tu dois faire du coaching ou du management? C'est quoi la diff, quoi? En fait, la capacité à onboarder des équipes qui sont jeunes est indissociable du niveau de formation que tu vas faire. Okay. Et par formation, pour moi, la définition du bon coach, c'est celui qui va expliquer ce que tu dois faire, qui va t'expliquer pourquoi tu dois le faire, à quoi ça sert, qui va te montrer comment tu le fais, qui va te regarder le faire. Et qui va te faire des retours. Et après, 3 mois plus tard, 4 mois plus tard, il va revenir voir comment tu le fais, parce que les assiettes chinoises, sinon, elles se cassent la gueule. Okay. Et ça, c'est la base du bon coaching pour moi, qui consiste à aller former quelqu'un à faire quelque chose. Ensuite, quand tu recrutes des gens qui sont des gens brillants, des talents, ils vont ensuite rajouter leurs pattes, leurs touches. Ils vont rajouter quelque chose qui va faire progresser l'organisation, le process, l'entreprise. Mais le minimum syndical, c'est leur transmettre ce que toi, tu sais faire correctement. Ça, c'est du coaching. Le management,
c'est pas la même chose. Le management, c'est de te dire, c'est de s'occuper de toi. C'est comment tu vas, comment ça marche, etc. Donc c'est plus Ça n'a rien à voir. Et aujourd'hui, il y a une confusion pour moi entre ces deux sujets-là. Un qui est un sujet de formation, de coaching, d'apprentissage, de transmission, et un autre qui est un sujet management. Et si tu ne fais que le management, c'est catastrophique parce que tu oublies toute la partie de transmission. Alors dans certaines boîtes, elle peut être écrite, la culture, ou les process, les outils, etc. Et donc tu la transmets de cette façon-là. Mais il faut qu'elle soit matérialisée. Mais même si elle est écrite, ça n'empêche quand même que ce travail de je t'explique ce que tu fais, je t'explique pourquoi tu le fais, je te montre comment le faire, tu le fais devant moi. Voilà. Pourquoi chaque étape est importante? Bon, l'explication, tu la comprends. Voilà. L'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, si tu n'as pas compris pourquoi tu fais les choses, tu les feras jamais. C'est sûr. Il y en a, alors je me permets, bêtement. Moi, ben voilà. Mais moi, je sais, à titre perso, lors de mes entretiens, même en stage, je leur disais, je suis pas un robot. Tu m'expliques pas. Enfin, si je comprends pas l'intérêt, je vais l'oublier en fait. Je vais pas accorder d'importance. Ce qui est vrai pour la majorité des gens. Ouais, ok. Ce qui est vrai pour la majorité des gens, en fait. Je pense qu'il y en a qui aiment bien avoir un cadre et tu sais, se mettre parfois. Il y a des métiers un peu en mode robot, quoi, en mode. Moi, je crois que quelle que soit la tâche et le niveau de complexité de la tâche, tout le monde a envie de comprendre ce que tu fais sert à quelque chose et pourquoi tu le fais. Okay. Pour moi, c'est assez fondamental. Et l'erreur d'ailleurs qu'on fait, c'est justement de se dire, c'est pas une tâche bien importante, c'est pas grave. Je vais te prendre un exemple. Ici, tu as ton setup, ton système. Demain, tu vas avoir un monteur qui va le faire. Tu peux te dire que monter le truc à cette hauteur, etc., bon, ça va, c'est une tâche facile. Si tu lui expliques pourquoi c'est important pour toi, parce que tu as une fois eu un podcast où ton truc est tombé et que du coup, tu as perdu l'enregistrement et que le type avec qui tu as enregistré, du coup, il n'était pas content ou il a perdu son temps, etc., tu lui as fait prendre conscience de l'importance de sa tâche à lui qui consiste à visser ce truc-là que toi, tu pourrais aussi te dire que c'est pas très important. C'est pas vrai. Tous les gens ont une tâche qui, dans l'organisation, est importante. Et il faut qu'on leur explique pourquoi. Comprendre cette importance. Ensuite, le montrer. Montrer, c'est parce que si tu montres, ça veut dire que toi, tu sais le faire et que tu montres que c'est possible de le faire. Et donc, tu rends l'impossible possible. Si je t'explique, par exemple, que en 2 heures, moi, je suis capable de récupérer une centaine de noms de prospects à aller prospecter, tu m'as vu faire, tu sais que c'est possible. Si je te montre que si j'appelle 10 clients, enfin 10 prospects, j'aurai 4 rendez-vous, je te montre que c'est possible. Sinon, tu me diras, non, mais il faut en appeler 100 pour avoir un rendez-vous. Voilà. Okay. Si je te montre que tu peux courir 100 mètres en 10 secondes, tu sais que c'est possible. Bon, moi, je peux pas. Mais t'as compris la mécanique. Encore Hussein. Non, c'est pas possible. Ou le joueur, le Sud-Africain au rugby qui a bloqué son camarade de jeu, qui a effectivement fait le 100 mètres en 2 secondes. Je me suis dit, il est en train de parler de l'arbitre là encore. Non, pas du tout. Enfin, que l'arbitre n'a pas vu d'ailleurs. Donc voilà, donc si tu veux, voilà. Et après derrière, le fait de le faire devant moi, c'est parce qu'en fait, c'est ce qui permet de se rendre compte de ce que tu fais qui est différent de ce que tu penses faire. Et c'est la fin de cet épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en nous mettant 5 étoiles sur les plateformes, en vous abonnant évidemment et en nous laissant des commentaires. Hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Ciao!